Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un live DeFi. Ça faisait bien longtemps. Euh, donc aujourd'hui, je vous propose qu'on discute sur deux sujets qui sont un peu emblématiques comme d'hab pour réfléchir un peu au-delà de juste les sujets en eux-mêmes, mais qu'est-ce qu'ils impliquent pour la DeFi. Et donc les deux sujets du jour, ça va être un fork, on pourrait appeler ça comme ça, un fork de Solidly sur, sur Optimism, qui s'appelle donc le fameux Vélodrome et, et une nouvelle stratégie pour Frax Finance dans les Curve Wars, puisque on a une proposition, donc qui est au stade de proposition à l'heure d'aujourd'hui, mais qui a le mérite d'être assez intéressante et qui, comme d'hab dans les propositions de Frax, saisit bien les différentes synergies qu'il peut y avoir entre tous les protocoles dans lesquels ils sont impliqués, et donc arrive à une proposition de valeur assez intéressante et à des choses, encore une fois, plutôt, plutôt pertinentes, je pense, pour réfléchir même sur le futur de la gestion de la liquidité de manière décentralisée sur les DEX et ainsi de suite. Donc je vais vous laisser arriver tranquillement. Bon, les dimanches, je pense que ça va être plutôt calme, mais c'est ça qui est bien aussi. Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir que les habitués du chat sont là. Ah, est-ce qu'il y avait autre chose pendant ce temps-là? Pendant que je vous laisse une petite minute pour arriver, je réfléchis. Si, tiens, tant que je vous ai là, j'imagine que beaucoup d'entre vous avaient lu mon article sur la DeFi inarrêtable. Si c'est pas le cas, je sais pas ce que vous foutez de votre vie. Non, je rigole, mais bon, allez, je vais quand même le reposter au cas où. Donc voilà, je voulais le mentionner en live, euh, ce cas où certains l'auraient raté, mais aussi surtout mentionner le fait que il a eu une petite mise à jour, puisqu'il y a eu une petite amélioration du côté de Chainlink, où donc le multisig que je mentionne dans cet article, qui est capable de changer les sources de prix pour les oracles Chainlink, donc c'est pas rien, a vu sa configuration évoluer, et en gros il est passé de 3 sur 20, donc 3 signers requis parmi 20 possibles, à 4 sur 9, ce qui est donc une sérieuse amélioration, ça on peut pas le nier. Mais moi je reste dans le camp de ceux qui pensent que il faudrait que ça aille encore un peu plus loin. Mais voilà, après c'est un sujet hautement polémique dans l'espace, donc je ne vais pas non plus vous faire tout le chapitre là-dessus encore une fois. Vous avez vu des positions des deux côtés, certains acteurs qui prennent des positions, on va le dire, surprenantes par leur agressivité. Mais ça c'est comme dans tous les sujets un peu tendus, disons, parce que bon voilà, il faut se rendre compte que Chainlink, ça sous-tend une très très grande partie de la DeFi. Et donc toute position sur Chainlink est assez compliquée à cause de ça, dû au fait que bon, il va y avoir beaucoup d'intérêt d'un côté comme de l'autre, mais plutôt d'un côté que de l'autre, on va le dire comme ça, à défendre coûte que coûte les choix qui sont faits, les choix même techniques qui sont faits côté Chainlink. Donc voilà, moi c'est mon opinion de petit farmer DeFi, mais bon voilà, vous avez vu sur Twitter, j'ai notamment moi le principal axe d'amélioration qui resterait à faire, ça serait au niveau d'une forme de time lock. Euh, je pense que c'est jouable et même préférable pour certains, à la limite pour certaines sources de prix, mais pas forcément pour toutes. Côté Chainlink est mis en avant l'argument que bah, il faut pouvoir réparer tout ça si ça capote. Donc c'est bien d'avoir ce contrôle qui permet de faire des changements immédiats. Ce qui se défend aussi, hein, ce qui se défend aussi. Mais voilà, moi je suis plus dans la perspective que, eh bien, si Chainlink réussit si bien, hein, et donc est une source de prix si critique, notamment par exemple les oracles les plus centraux comme ETHUSD, alors Chainlink devrait être conçu comme ce qu'on appelle un mission critical software en anglais, c'est-à-dire littéralement les logiciels par exemple pour faire voler les avions, où eux ils peuvent pas se permettre d'avoir un problème ou un bug, puisque s'il y en a un, ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent. Et bah, moi, ce que je remarque, c'est dans les softwares d'avions, les avions ne reçoivent pas des mises à jour en plein vol, quoi. Généralement, les mises à jour, elles sont testées des mois et des mois en avance, dans des gazillions de setups différents, avant d'être effectivement envoyées vers les avions, et avec des rollouts à petite échelle, avant après de partir vers des rollouts plus conséquents. Donc du coup, le coup de ah désolé, on doit changer des paramètres sur le prix ETHUSD en plein vol, je suis moyennement convaincu à cause de ça, juste par vertu du fait que ce prix étant si critique, cette source de prix étant si critique, elle devrait évoluer de manière beaucoup plus
carré, disons, en termes de comment c'est géré. Mais bon, après, encore une fois, je vous rappelle que je ne suis pas dev et je suis peut-être complètement à côté de la plaque sur ce coup. Tout ce que je fais, moi, c'est utiliser mon bon sens et mes neurones pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la DeFi. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire l'article parce que je pense que c'est vraiment intéressant et pas que pour cette question d'oracle. Donc voilà, ça vous donnera pas mal d'éléments sur quoi il faut faire attention pour vraiment pouvoir envisager un protocole inarrêtable ou aussi inarrêtable que possible. Et donc on va à différents niveaux, côté plus résistance à la censure, mais aussi les côtés résistance aux attaques tout simplement, parce que pour être inarrêtable, encore faut-il être solide. Euh, donc on va se lancer tranquillement sur le petit vélodrome, je pense. Avant ça, on va peut-être faire un petit pas de recul. Euh, Ah ben voilà, ça me rassure. Il y a quelques-uns dans le chat qui ne l'avaient pas lu, ils ont pris leur petite piqûre de rappel, c'est bien. Donc peut-être ouais, juste un petit pas de recul sur ce vélodrome, pour vous donner un peu de contexte, parce qu'il n'est pas tout seul dans sa verticale, on va le dire comme ça. Donc Vélodrome et Dystopia notamment, c'est un peu les deux les plus visibles, disons. Donc Dystopia qui est live, Vélodrome qui le sera dans 3 jours, 2 jours maintenant. Euh, donc c'est pour très bientôt. Et en fait, les deux, c'est des sortes de forks de forks, on va le dire comme ça. Donc tout part du fameux VE33 de Cronier, qui avait des idées intéressantes, mais comme souvent avec Cronier, une exécution assez pitoyable et des problèmes des problèmes à différents niveaux. Et donc il a connu la fin qu'il a connue avec je n'ai pas suivi moi-même tout le détail, parce que moi j'ai plus regardé côté design, disons, on va dire côté infrastructure. Mais bon, voilà, de ce que j'ai compris, des tokens un peu parasites, slash fraîchement créés, qui se sont votés une grosse part des émissions de la semaine. Et à partir de là, ça a donné des choses assez freestyle. Mais voilà, le modèle avait des choses intéressantes, et on va les étudier à travers l'étude détaillée du modèle de Vélodrome. Et pour Dystopia, je vous le mentionne comme ça, mais je l'ai moi-même personnellement pas encore utilisé, pas encore étudié, donc en détail. Donc voilà, c'est plus pour si vous êtes, vous voulez vraiment tester un truc comme ça maintenant, live, il y a Dystopia qui est déjà live sur Polygon. Et pour avoir plus d'infos dessus, il me semble que Marc en a parlé pas mal, qui a des trucs avec le key, enfin pardon, le key de Aavegotchi là-dessus. Donc, donc voilà, allez voir côté Dystopia après si vous avez faim et que vous voulez faire des trucs immédiatement. Mais donc pour revenir au modèle Vélodrome, il y a plein de choses vraiment pertinentes dedans. Peut-être déjà juste sur les changements par rapport à ce que nous on connaît bien, qui est donc le bon vieux modèle Curve. Je pense que c'est une bonne manière de se l'approprier. Donc grosso modo, vous avez 4 grands axes. Le premier, c'est cette vision d'être, on va le faire simplement, d'être à la fois le curve, le convexe et le votium. C'est-à-dire que voilà, il remarque que en effet sur Curve, c'est un modèle sympathique et ça a appelé ce qu'on appelle les métaprotocoles, donc des protocoles comme Convex qui ont construit leur interaction avec Curve. Mais avec ces métaprotocoles viennent aussi des frais. Donc par exemple dans le cas de Curve Convex, qu'on connaît bien, je crois que c'est 15% de tous les CRV farmés par Convex qui sont capturés d'une manière ou d'une autre par le protocole. Donc c'est pas rien. Alors après, Convex vous offre un grand boost et des émissions en CVX. Donc souvent pour un particulier qui n'a pas de VE-CRV, c'est plus intéressant tout de même de passer par Convex. Mais voilà, il remarque ça, des frais qui pourraient être redirigés autrement. Donc c'est une première dimension. Après, sinon, au niveau des changements techniques, il y a plusieurs choses à avoir en tête. Donc déjà, il y a ce fameux VE-NFT. Donc c'est qu'en fait, l'idée que quand vous loquez des vélos dans le système de Vélodrome, donc un peu comme Curve, vous allez après pouvoir voter sur les émissions des différentes poules à chaque round. Bien cette fois-ci, votre dépôt est reconnu par un NFT qui va donc avoir des paramètres assez basiques, hein, la quantité de vélos impliqués dans l'histoire et la durée de lock, et donc la quantité de vélo résultant de ces deux paramètres. Mais donc, là où ça devient intéressant, c'est que ce NFT, bah, il est transférable, et donc ça veut dire que les positions verrouillées, VE Vélo, peuvent être échangées, revendues, on peut envisager un marché secondaire à ce niveau-là.
Donc ça, c'est assez intéressant. C'est une manière d'adresser aussi le côté métaprotocole, on va dire. C'est-à-dire que comme eux, ils veulent internaliser leur convexe, donc internaliser le métaprotocole, il ne faut pas non plus stimuler la création de métaprotocoles externes, pour le mettre simplement. Donc là, en l'occurrence, en rendant la position de token de gouvernance loqué vendable ou transférable, ça permet de réduire encore plus l'intérêt potentiel qu'aurait un métaprotocole. Alors après, une autre grosse différence, et la troisième va suivre, c'est la manière dont sont redistribués les frais au sein de l'échange. Donc, ce qui se passe sur Curve, que vous connaissez bien, les LP, ils apportent la liquidité, ils reçoivent les frais collectés sur la pool LP donnée, et les émissions en token CRV, plus potentiellement en CVX, s'ils passent par Convex pour farmer. Là, chez Vélodrome, ce que collectent les LP est en fait réduit au simple token au token vélo, donc émis sur leur pool. C'est-à-dire qu'en tant que LP, vous n'aurez plus les frais collectés sur la pool donnée, donc dénominés en asset natif de la pool, donc je sais pas, pour une pool, pour la Sri Pool par exemple, c'est des frais en stable, quoi. Donc ça, côté LP, ça peut sembler un peu surprenant. À première vue, on se dit, ok, d'accord, donc ça va être un peu moins intéressant d'être LP. Et c'est une observation valable. Maintenant, il faut la remettre dans tout le contexte. Et le contexte, c'est que où il part ce frais, du coup, et il part en fait au possesseur de VE Vélo, donc le token vélo loqué pour une période plus ou moins longue au sein de la gouvernance Vélodrome. Ils partent à ceux qui ont voté pour la pool en question. Et donc là, on obtient un peu un réalignement des incitations, disons, par rapport à un modèle curve classique, puisque dans le modèle curve classique, en tant que voteur sur les gauches, vous avez un intérêt immédiat qui est la potentielle bribe que vous allez pouvoir collecter en votant pour cette pool, mais après, vous n'êtes pas directement intéressé au succès de la pool. C'est-à-dire que vous y êtes intéressé que secondairement, dans un certain sens. C'est-à-dire que si la pool, elle fait des gazilliards de volumes, c'est très bien pour les VE CRV holders en général, qui vont prendre leur part de frais là-dessus. Mais en soi, le succès direct de cette pool-là en particulier, même en tant que voteur pour les émissions les gauches, ne vous intéresse pas plus que ça. C'est-à-dire que vous pouvez voter avec tout votre sac de CRV sur une pool qui bribe très très bien, mais qui ne va pas faire beaucoup de volume. Et puis Curve fait plein de volume cette période-là grâce à d'autres pools. Vous êtes tout aussi gagnant que si c'était votre pool, le ticket en or, j'ai envie de dire. Donc il y a quand même une potentielle amélioration de l'alignement entre en fait les holders VE et les LP ici, ou dans le sens que ceux qui vont voter sur la pool, sur une pool donnée sur Vélodrome, par exemple, je sais pas, mettons moi la IS USDC, il va donc recevoir une part des frais collectés sur cette pool en proportion de leur puissance de vote totale. Mais donc voilà, ça les rend a priori plus directement intéressés, pas plus directement, oui c'est sûr, là pour le coup ils sont directement intéressés au succès de la pool. Et il faut aussi considérer un autre point important, qui est qui vote et qui bribe. Et en l'occurrence, généralement, ce sont plutôt des projets qui vont voter pour leur pool, soit avec des tokens qu'ils ont acquis d'une manière ou d'une autre, ou en proposant des bribes, voire les deux. Et donc là, du coup, ça veut dire aussi pour les différentes DAOs qui vont s'impliquer dans Vélodrome, eh bien, une source de revenus dénominée dans le token natif de leur pool. Donc après, tout dépend de la pool en question. Mais par exemple, pour vous donner une idée que tout le monde va comprendre très bien, Frax qui va rentrer dans ce jeu-là, il va probablement voter une pool Frax USDC. Et donc, le volume sur cette pool, il va y avoir un certain volume. Comme Frax va probablement être un des plus grands voteurs pour la pool, surprise, surprise, eh bien une bonne part des frais collectés sur cette pool, donc des frais en Frax et en USDC, vont revenir vers la trésor de Frax. Donc ça peut faire des boucles assez intéressantes à ce niveau-là. Alors, le point un peu négatif, disons, c'est que de l'autre côté, les LP, ils ont que les tokens vélo. Alors, est-ce que c'est tant un point négatif que ça? Certains pourront dire, par exemple, que ça signifie qu'en fait, les LP sont un peu moins mercenaires, dans le sens où ils sont directement et uniquement
intéressés au succès du DEX en lui-même, puisqu'ils sont payés que dans le token du DEX. Un autre truc aussi à avoir en tête, qui rejoint aussi toute cette idée de ne pas vouloir de méta-protocole sur quelque chose comme Vélodrome, c'est le fait que les boosts LP pour les possesseurs de VE token sont annulés, disparaissent, sont plus là. Donc ça, concrètement, vous savez, c'est l'histoire que, c'est ce que fait Warden, par exemple, pour Curve, qui vous permet de revendre votre capacité de boost LP. C'est donc sur Curve, quand vous avez des VE CRV, vous pouvez voter sur les gauches, ça c'est 1, et potentiellement collecter des bribes. Vous recevez votre part des frais en script pool, c'est le 2. Vous pouvez voter dans les votes de gouvernance Curve, c'est 3, dont les votes pour déterminer si une pool a le droit à une gauche ou pas. Et enfin, le 4 qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous pouvez aussi booster vos propres LP que vous avez sur Curve. Donc si vous avez des positions d'apport de liquidité sur Curve qui sont stakées directement via le contrat de Curve, vous pouvez obtenir le fameux ça commence à 1 fois 0 et ça va jusqu'à 2,5 fois avec beaucoup de CRV. Donc ça n'existe plus dans Vélodrome. Et là, je pense encore que c'est dans l'idée de ne pas favoriser un méta-protocole, puisque je vous rappelle que c'est grosso modo, c'est cette règle-là qui a fait que Convex est devenu Convex, dans le sens où Convex a une quantité importante de CRV sous son contrôle, et donc est en mesure d'offrir un boost conséquent. Bon, après, ça dépend de la taille des pools, bien sûr, mais notamment sur des petites pools, et des petites pools, ça peut être 50 ou 100 M, le boost de Convex, il est encore dans les 2x. Donc voilà, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui reste Il reste pour finir que, oui, du coup, les stakers, pardon, ceux qui votent escroc, donc ceux qui lockent leur VE token, eux, ils vont être payés donc ils vont pouvoir voter sur différentes pools pour diriger les émissions de vélo, comme sur Curve, on vote sur les gauches pour diriger les émissions de CRV. Mais ils vont donc recevoir un rendement qui correspond à une part des frais collectés sur les pools sur lesquels ils ont voté. Et aussi, et ça c'est un autre mécanisme intéressant mais qui va être dur d'envisager tant qu'on ne l'aura pas vu en pratique, ce qu'ils appellent un mécanisme anti-dilution. Donc en fait une rebase sur les VE, mais qui en fait est indexé directement sur les vélos qui ont été émis cette semaine au LP. Donc grosso modo, en fait, il compense juste la dilution qu'il y aurait eu si cette rebase n'avait pas lieu. Donc voilà, à voir qu'est-ce qu'on en pense dans les profondeurs de ça. Faut aussi penser qu'il y aura potentiellement des bribes. Donc ça, c'est prévu assez rapidement, je pense, au niveau de Vélodrome, qui pourront donc être une autre source de revenus pour les holders de VE Vélo. Et je crois que c'est à peu près tout en termes de différences techniques basiques par rapport à un modèle Curve. Alors, je crois qu'il y a un truc quelque part, je ne sais plus où est-ce que j'avais trouvé. Ah, attendez, je regarde. Non, probablement pas dans les disclaimers. Je crois qu'il y avait une sorte de changelog des contrats par rapport à... ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est par rapport à... est-ce que c'est par rapport au contrat Solidly ou c'est juste leur... Oui, je crois que c'est par rapport au contrat Solidly. Donc ça vous donne une idée un peu des changements pour ceux qui ont été plus familiers avec ce modèle de Solidly qui a été testé une première fois. Alors après, moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'était juste pour faire le point sur le côté technique, ce qui m'intéresse pas mal, c'est tout ce qui va être la politique, on va dire, la logique de lancement, puisque là aussi, ils ont fait des choses assez intéressantes. Et donc, on va faire le point rapidement. Mais en fait, comme vous voyez, il y a la même idée que sur Solidly, d'aller offrir une belle partie du supply à des protocoles, puisque donc on est sur une logique similaire à Curve, on est sur un protocole plus adressé à des protocoles, en tout cas dans un premier temps. Et donc voilà, ils prennent ça en compte du côté de l'émission initiale. Après une distribution essentiellement, ce qu'on appelle community, ce qui va être donc via le système de gauche, quoi. Et surtout un airdrop initial, dont vous avez là les détails. Je ne sais pas si vous voyez assez bien sur l'écran du stream. Mais donc un airdrop initial pour les potentiels utilisateurs
basés sur différents, différentes actions. Donc il y a tout ce qui est lié à leur ancien token, parce que ça part d'un autre projet, ce truc-là, qui est le Weave. Je vous avoue que moi ça, je n'avais pas trop suivi. Et après, des choses plus targetées. Open Network Users, je crois que c'est basé sur la quantité de tokens OP que vous allez recevoir via l'airdrop Optimism. Et après, ce qu'ils appellent les cross-chain DeFi users. Et donc là, on retrouve des classiques. On a les gens qui ont locké VECRV pour une période, la période max. Alors, c'est pas très clair leur formulation. Est-ce que c'est au moment du snapshot, il fallait avoir plus de 1450 jours de lock, ou est-ce que si une fois dans ton histoire tu l'as fait, c'est bon? Alors, on va peut-être un peu découvrir ça au moment du drop. Donc c'est des montants fixes aussi par action, hein. Donc c'est aussi, voilà, c'est pas parce que vous avez locké des gazillions de CRV que vous allez avoir des gazillions de ce vélo. C'est à voir comment ça va se traduire effectivement. Mais donc ouais, environ 3000 par wallet pour ces actions-là. Il y a aussi donc les possesseurs de VLCVX, donc des CVX Votelock sur Convex, depuis leur nouveau contrat. Il y a quelque chose lié au token Magic. Donc ça, c'est un token sur... c'est quoi? C'est sur Arbitrum, je crois. Mais en gros, c'est un peu dans l'écosystème étendu de loot. Mais j'avoue que moi, j'ai suivi ça d'assez loin. Donc, à voir pourquoi ça les target là-bas. Il y a des gars de Platypus Protocol. Donc c'était au dernier DeFi France qu'on en avait parlé, dans les modèles un peu d'inspiration de VE, qui avait pas mal de choses intéressantes vis-à-vis de son token. Donc pourquoi pas. Et notamment un système, il me semble, purement opt-in vis-à-vis des LP. Non, vis-à-vis de tout le monde, en fait, des stakers du token aussi. Où en gros, le boost, vous le construisez avec le temps, et en sortant, vous perdez ce boost construit, mais vous n'êtes pas verrouillé dans la position. Donc les gars qui sont impliqués dans Butterfly, pourquoi pas. Et alors, le dernier que moi je trouve assez limite, mais voilà, ça on va le faire, allez, je le sors de mon système et on n'en parle plus, mais c'est encore une belle prime à la stupidité pour moi, puisque c'est un airdrop qui est donc qui va être disponible à tous ceux qui ont été affectés par comment dire, par le rug, ou appelez ça comme vous voulez, qui était Eminence, un des projets de Cronier. Et donc prime à la stupidité, pourquoi? Parce que voilà, je trouve ça un peu con, dans le sens où littéralement vous allez donner des tokens à des gars qui se sont fait pound sur des facteurs prévisibles, puisqu'il y avait d'autres gars qui suivent très bien la DeFi comme moi, mais beaucoup d'autres, qui ont vu la proposition de valeur de ce projet et qui ont décidé de ne pas y participer parce qu'ils n'étaient pas convaincus. Et en fait, ces gars-là étaient probablement les plus malins de la bande, et c'est précisément ceux à qui vous ne donnez pas les tokens. Alors après, bien sûr, c'est dur de, via une adresse on-chain, montrer que le gars savait que ce projet lançait, mais a décidé de ne pas y aller. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi ils font ça. Et après, il faut voir aussi le côté un peu marketing, disons, que ce genre de distribution peut avoir. Mais donc voilà, si vous avez interagi avec Curve Convex, vous aurez probablement des vélos en airdrop. Donc déjà, voilà, ça vaut le coup de suivre un peu ce qui se passe. Et après, il y a aussi pas mal du drop qui est réservé à des protocoles. Pardon. Et ça leur permet un peu de lancer le jeu de départ, quoi, disons, et d'intéresser les protocoles à vouloir développer de la liquidité chez eux. Donc ça va être un jeu assez intéressant aussi. Il y a pas mal de protocoles dans l'histoire. Ils les ont annoncés un peu dans les derniers jours, mais vous allez retrouver AV, Alchemix, Faith, Frax, Lido, Liquidity, Lyra, Maker, Optimism, bien sûr, Synthetix, et quelques autres. À peu près tous les protocoles DeFi qui ont déjà fait des choses sur Optimism et qui sont déjà présents, quoi, disons. Voilà, je suis curieux de voir comment ça va prendre. Je pense que vraiment la question là, c'est les premiers jours. Est-ce que leur guerre, elle va avoir un impact, disons? Est-ce qu'il va vraiment y avoir ce fameux liquidity black hole, comme on dit? Est-ce qu'ils vont réussir à attirer une quantité signifiante de liquidité au début? Alors après, je pense qu'il y a pas mal de choses de leur côté, notamment le fait que, a priori, ça se lance le 31 mai, ça, donc dans 2 jours, c'est quoi? C'est mardi. Mais, et c'est un peu mon deuxième petit point, qui semblerait qu'on a un airdrop Optimism qui depuis quelques jours est en phase de test final.
Hop, donc c'était un gars qui avait retrouvé sur le contrat, il avait vu un claim du token. Voilà, on en voit pas mal là. On voit des petits montants de test. Tiens, on a 240 holders déjà. Wow. Mais donc lui, il avait repéré il y a 2 jours un premier claim probablement de test. Parce que le gars, il sortait un token du contrat. Il y a peut-être d'autres choses qui sont passées depuis. Ça doit être aussi les allocations aux différentes enveloppes. Mais donc, a priori, on va être synchro sur la sortie du token OP. Et il y a d'autres choses qui mènent à ça, notamment dans les pools que dans les pools que Vélodrome va supporter. Et il mentionne une IS USDC, bien sûr, une Vélo USDC, il me semble. Et puis après, une pool d'un token mystère contre USDC, considéré comme critique. Donc, si pour Vélo, les paires critiques, c'est Vélo USDC et IS USDC, ça me semblerait pas délirant que la troisième paire critique, ça soit OP USDC. Mais voilà, là, on est encore un peu quand même au stade de la spéculation. Mais voilà, c'est l'arc que je vois pointer le bout de son nez, moi. Airdrop Optimism,